Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est heureuse de vous retrouver et on s'appelle toujours Anna et Fanny, et on vous propose aujourd'hui un épisode de rentrée pour vous accompagner sur le retour vers les bancs de l'école, ou pas, enfin, pour la rentrée quoi. et donc on va vous parler aujourd'hui, et oui, d'une œuvre que vous connaissez tous, avouez-le, c'est évidemment High School Musical, la franchise Disney. Alors pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène, Fanny, dis-moi, High School Musical, qu'est-ce que c'est ? Alors donc c'est une franchise médiatique de Disney, véritable phénomène, de la deuxième partie des années 2000 et qui en fait va être composée de beaucoup de choses, une franchise vraiment transmédiatique. Donc c'est principalement, une trilogie de films qui sont réalisés par, Kenny Ortega et écrits par, Peter Barzucchini et donc des films musicaux, c'est pour ça qu'on vous en parle dans All That Jazz. Évidemment. Donc les 2 premiers films, c'est des téléfilms, en fait, des films pour la télévision. Donc le premier d'entre eux s'appelle tout simplement High School Musical, en français Premier pas sur scène, qui est diffusé pour la première fois le 20 janvier 2006 sur Disney Channel. Et alors c'est un téléfilm qui va être un succès véritablement surprise et qui va réaliser le meilleur score d'audience jamais obtenu pour un téléfilm, avec 7,7 millions de téléspectateurs américains. Donc un succès, foudroyant et des recettes commerciales, resplendissantes, si on peut dire, pour Disney. À titre d'exemple, la bande originale, du téléfilm a été quadruple album de platine avec 4,1 millions d'albums vendus. Fort de ce succès, Disney va lancer, donc un deuxième opus, High School Musical 2, qui va être diffusé pour la première fois le 17 août 2007, toujours sur Disney Channel. Ça va être le plus gros succès d'audience sur le câble, marquant vraiment un record avec 18,6 millions de téléspectateurs américains. Fort de ces 2 premiers succès, Disney se dit: «Je continue sur ma lancée, je fais un troisième film et cette fois ce sera un film pour le cinéma», donc un film qui va sortir en salle, aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde et ce sera donc, High School Musical 3, Nos années lycée, qui est sorti en 2008 et va générer 252 millions de recettes mondiales. Alors en France, le film rassemble quand même 1 856 000 spectateurs, donc vraiment pas mal du tout. Surtout pour une comédie musicale, Oui, encore une fois. encore une fois, effectivement. Donc on a vraiment une production très rapprochée en fait de ces trois films, quasiment d'une année sur l'autre. Ce qui, nous évite l'embarrassement, par exemple, de voir les acteurs, beaucoup vieillir Oui, c'est d'un vrai. opus à l'autre, ce qui aurait pu être très, très embêtant pour une franchise adolescente et on observe aussi de la production de ces 3 films une augmentation, aussi logique que régulière, des budgets de production et d'ailleurs, augmentation qui se voit, si on peut dire, à Oui. l'écran avec 4,2 millions de dollars pour le premier opus, 7 millions pour le deuxième et carrément 11 millions pour le troisième. Alors High School Musical, c'est donc cette trilogie de films, mais c'est aussi un film spin-off qui va être focalisé sur le personnage de Sharpay. Donc ça s'appelle La Fabulous Aventure de Sharpay, Sharpay's Fabulous Adventure de Michael Lenbeck, qui est sorti directement en vidéo en 2011. C'est aussi une série reboot, High School Musical, The Musical, The Series, qui a été diffusée très récemment, la fin 2019. High School Musical, c'est également des remakes des films, donc en Amérique latine et en Chine, des versions scéniques, des concerts, un télécrochet. Et bien sûr, une large ligne de produits dérivés, des vêtements, des jouets, des romans, de la papeterie, des jeux vidéo. Voilà, on a une exploitation commerciale de très grande ampleur de cette franchise. Sur le modèle économique, ça rappelle d'ailleurs complètement ce qu'on avait déjà dit lors de notre épisode sur Glee, Oui, même si Glee est évidemment postérieur, on peut se demander dans quelle mesure ce n'est pas le succès de High School Musical qui a inspiré Glee. Pour beaucoup de commentateurs, c'est vraiment une influence, autant artistique que, on va dire, marketing mm. direct. Donc évidemment, c'est une saga qui est destinée aux adolescents et notamment aux filles adolescentes en fait. Tout à fait et comme beaucoup, en fait, de sagas teen dont on a déjà parlé, qu'il s'agisse de Step Up ou de Pitch Ouais. Perfect, on cible vraiment le segment des jeunes femmes de moins de 25 ans. On peut également signaler, en avril 2020, une réunion du cast de High School Musical, originel et du nouveau cast de High School Musical: The Musical: The Series
qui ont, à l'occasion d'un épisode spécial de Disney sur, la chaîne ABC, chanté ensemble, donc depuis, chacun leur domicile, hein, comme ça s'est fait beaucoup pendant Ouais. la pandémie. Le morceau, on va dire, emblématique de la saga qui est «We're all in this together». On peut, voir ça sur YouTube, on pourra vous mettre le lien si ça vous intéresse. Yep. Alors, ce véritable phénomène High School Musical, comment est-ce que nous, personnellement, on est ou pas tombé dedans? Comment est-ce qu'on a découvert High School Musical? Anna, est-ce que tu peux me dire quelques mots de ta découverte avec cette œuvre, phare de la comédie musicale? Alors tout à fait, je peux te le dire. Donc j'ai vraiment découvert High School Musical, je pense quelques mois après sa diffusion, hein. Donc en 2006, c'était l'année de mon bac, donc j'avais 18 ans. Je sais plus exactement quand ni comment, c'est peut-être via mon camarade Mathieu, donc que vous avez entendu dans notre épisode sur Glee. Je suis plus très sûre, hein. J'espère que c'est ça, parce que sinon il va me dire pourquoi tu fais croire que c'est moi qui t'ai présenté High School Musical, c'est la honte. Je me souviens, donc autre anecdote, que fin 2006 ou début 2007, je sais plus exactement, j'étais au parc avec des amis, donc j'étais en prépa à l'époque, et j'avais la chanson très très catchy Bop to the Top dans la tête, et je la fredonnais, et là, deux de mes camarades qui étaient avec moi ont reconnu la chanson. Alors là, j'ai quand même halluciné, quoi. C'était vraiment un espèce de guilty pleasure, mais très répandu en fait, un truc un peu honteux, mais qu'on aimait alors qu'on était supposé être des étudiants, on va dire, un peu intello. Mais voilà, il y avait ce plaisir. Et 2 ans plus tard, autre anecdote, mon ami qui était avec moi au cinéma va peut-être se reconnaître. Donc on est allé voir le High School Musical 3 au cinéma, et cet ami a payé pour un autre film pour avoir moins la honte, puis ensuite il s'est glissé dans la salle de High School Musical 3. Donc il y a vraiment un truc comme ça, je trouve, c'est marrant. Moi, de mon côté, en fait, je suis passée totalement, à côté du phénomène. Bon, moi, en 2006, j'avais, 22 ans, donc peut-être que les quelques années d'écart ont fait la différence. Mais en fait, je j'ai pas du tout vu à sa sortie. Je l'ai découvert, en fait, très récemment, en 2015, à Ouais, l'époque où ouais. j'avais un projet de livre sur les séries et les franchises backstage. Donc en fait, j'ai regardé High School Musical en même temps que Camp Rock ou Teen Beach Movies et autres chefs-d'œuvre, télévisuels de Disney. Que je connais pas pour le coup, moi. Ah oui, là, c'est très, très, très obscur, hein, pour le coup, c'est de la niche de Disney Channel. Et bah, j'avoue que High School Musical, à l'époque, ça m'a très peu marquée parce que là, lorsque je les ai regardés, je m'en souvenais absolument pas, en fait. C'est marrant, alors que moi, pour le coup, je me souvenais bien, notamment du 1, évidemment. Et pour prolonger sur ce côté honteux, j'ai une autre anecdote. Il y a quelques mois, j'ai fait une intervention dans une classe, je crois que c'était des quatrièmes, sur les films musicaux. Et je leur ai demandé quels films musicaux ils connaissaient, en fait. Et là, une jeune fille qui était donc dans la classe a murmuré, elle a dit très bas, High School Musical. Un peu comme si c'était honteux. Et je me souviens de lui avoir dit, mais oui, t'as parfaitement raison, High School Musical, c'est un exemple de film musical. Voilà, je l'ai un peu remonté en disant, il n'y a pas de honte. Bon, ça me fait dire, que, en fait, les jeunes ont conscience très très tôt de ce que c'est que la distinction culturelle et de ce qu'il est légitime ou honteux d'aimer. Je trouve ça assez intéressant. Et deuxièmement, que ça corrobore un constat éternel, peut-être qu'un jour j'en parlerai de manière plus développée, que les goûts des adolescentes sont bien souvent dénigrés, en fait, Mmh. culturellement parlant, des boys bands à Twilight, par exemple. Et en même temps, à chaque fois que j'ai fait des interventions en classe, justement sur les films musicaux, et que je demandais aux élèves lesquels ils connaissaient, High School Musical revient systématiquement. Et c'est le seul exemple qui m'a été donné par toutes les classes que j'ai rencontrées. Donc, en fait, c'est une saga qui est encore aujourd'hui connue des adolescents, alors que ça va bientôt avoir 15 ans, en fait. Je te confirme, complètement, de mon côté, hein, j'ai eu l'expérience avec, des étudiants donc un petit peu plus vieux, des étudiants de cinéma de 19-20 ans, qui vont littéralement couiner de plaisir quand je vais montrer un extrait de High School Musical ou d'ailleurs même de Camp Rock, pendant les cours, hein. Ils sont hyper contents et là aussi on retrouve le côté plaisir honteux, en fait, de voir ça en cours où on est censé étudier du cinéma très légitime et tout. Donc c'est vraiment un effet, spécifique à ce type de production Disney. C'est fou, hein? Ouais. Alors, pour rentrer spécifiquement dans l'œuvre High School Musical, petit point sur le réalisateur des 3 films de la franchise originelle. Il s'appelle Kenny Ortega. À la base, c'est un chorégraphe. Il a notamment travaillé sur Xanadu en 80, donc on en a parlé dans l'épisode sur la mythologie grecque.
film sur lequel il a pu donc travailler avec Gene Kelly. Puis, notamment, il a été chorégraphe sur Dirty Dancing en 87, donc c'est pas rien. Depuis, il est devenu réalisateur principalement pour Disney. Il a réalisé le film Newsies en 92, qui est une comédie musicale, Hocus Pocus en 93, et plus récemment, la série des films Disney à succès, The Descendants. Qui sont également des films musicaux, il me semble. Oui, tout à fait. Pour le coup, j'ai pas vu. Et ça a l'air assez amusant. Je crois que c'est sur les enfants des méchants Disney, si j'ai Des bien compris. méchants, ouais. Donc à découvrir peut-être. Il a aussi réalisé la version télévisée de Rocky Horror Picture Show pour la Fox, ainsi que, j'ai regardé ça tout à l'heure, un épisode de Crazy Ex-Girlfriend de la première saison. C'est fou! Il est partout. Lequel? L'épisode quand elle va à la plage avec Josh et ses D'accord. amis là dans la saison 1. Avec le pole dance et compagnie? Ouais, tout à fait. Alors dis-moi Fanny, de quoi ça parle High School Musical? Eh bien, High School Musical, c'est une saga qui, donc, comme son nom l'indique, relève à la fois des codes du teen movie et de la comédie musicale. Donc, on va suivre les aventures des étudiants du lycée East High à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et c'est une intrigue qui va être principalement centrée autour du couple formé par Troy Bolton, incarné par Zac Efron, et Gabriela Montez, incarnée par Vanessa Hudgens. Mais on va aussi suivre les aventures de leurs amis, leurs rivaux, un peu aussi leurs parents et leurs profs. C'est en fait un récit très choral avec une galaxie de personnages adolescents, bien souvent archétypaux, on va y revenir. Oui, je pense qu'on peut le dire. Alors, faisons un petit point sur à la fois le casting, qui sont les acteurs, et puis quels sont les personnages qu'ils incarnent. En premier rôle féminin, nous avons donc le personnage de Gabriella, qui est une jeune fille timide, une nouvelle. Elle vient d'arriver au lycée de East High. C'est une bonne élève qui est très forte en sciences et qui est donc incarnée par Vanessa Hudgens. En fait, Vanessa Hudgens, comme la plupart, de ces ados stars, est révélée, véritablement au grand public par High School Musical. Elle, est avec, Zac Efron, celle qui a le plus travaillé, si on peut dire, Oui. depuis, la fin de la série et notamment dans, des comédies musicales. Elle a, par exemple, joué dans le très éphémère revival de Gigi en 2015 à Broadway, ainsi que dans les, comédies musicales live qui ont été, diffusées par la Fox. Elle a joué le rôle de Rizzo dans la production de Grease en 2016 et celui de Maureen dans la production de Rent en 2019. Alors, le deuxième personnage principal, c'est Troy. Il est le capitaine de l'équipe de basket, il est très doué, et il est aussi le fils de l'entraîneur. Donc, évidemment, il va y avoir une histoire d'amour entre lui et Gabriella, je pense que vous êtes au courant. Donc Troy, il est incarné par Zac Efron, un acteur vraiment très connu, très populaire, qui joue aujourd'hui dans beaucoup de comédies grand public, avec aussi quelques rôles un peu plus sérieux et noirs, notamment ces dernières années. Je crois que très récemment, il a joué le tueur en série Ted Bundy dans une série. Pour ce qui est des films musicaux, donc on a parlé de lui dans notre épisode sur Hairspray, puisqu'il était dans le film de 2007. Et il apparaît également, bon ça c'est un peu moins bien, dans The Greatest Showman en 2017. Alors, Zac Efron, il est doublé sur le premier film pour le chant, ou plutôt, si j'ai bien compris, je sais pas en quoi ça consiste, mais sa voix à lui est mélangée avec celle du doubleur qui s'appelle Drew Seeley. On l'entend chanter avec sa vraie voix dans la courte reprise a cappella de Start of Something New sur le balcon quand il vient voir Gabriella. Et on voit effectivement que sa voix est un peu faiblarde. Drew Seeley, d'ailleurs, il a remplacé Zac Efron sur plusieurs concerts de la tournée High School Musical lorsque Zac Efron était sur le tournage de Hairspray, donc entre High School Musical 1 et High School Musical 2. Dans les suites, en revanche, c'est bien Efron qui chante. Je crois avoir lu qu'il a pris des cours de chant et qu'il voulait vraiment s'améliorer. Et dans tous les films musicaux qu'il a fait par la suite, il chantait aussi. Autre personnage, c'est Sharpay, une adolescente ambitieuse qui rêve de Broadway. Elle et son frère Ryan ont été les premiers rôles en fait de toutes les comédies musicales du lycée jusqu'à ce que Troy et Gabriella arrivent. C'est une diva et c'est aussi en gros la méchante de l'histoire. C'est un personnage qui me semble inspiré par les personnages de peste blonde très classiques dans les teen movies, par exemple Regina George dans Mean Girls, donc c'est une jeune fille riche qui s'habille toujours en rose avec un côté très girly. Il y a vraiment, je trouve, cette inspiration-là.
Et en même temps, je trouve que c'est un tout petit peu décalé par rapport à cet archétype de la méchante parce que, finalement, si on regarde bien, je trouve que le groupe, enfin les autres lui font pas mal de coups bas, bon qu'elle a souvent bien cherché, mais elle est quand même régulièrement, humiliée, C'est vrai. à la fin du film et pourtant elle revient toujours pour le final en souriant, enfin elle a un vrai bon esprit, d'équipe, comédie musicale, malgré C'est tout. vrai. Et je trouve que c'est le personnage le plus développé. Bon, j'y reviendrai sans doute, hein, mais je trouve que les personnages sont vraiment très, très peu développés, dans les films et que moi, ça m'a vraiment posé problème pour, m'attacher ou même m'intéresser à eux. Donc, je trouvais que ce personnage était particulièrement intéressant et c'est sans doute pas un hasard que ce soit ce personnage ensuite qui fasse l'objet d'un Mm. spin-off. Donc Sharpay est incarnée par Ashley Tisdale. Ashley Tisdale, c'est une actrice Disney qui a commencé en fait très très tôt, hein, dès l'âge de 5-6 ans je crois, et qui avait notamment auparavant joué un rôle principal dans la sitcom La vie de palace de Zack et Cody, également donc une série diffusée sur Disney Channel. Elle a fait un peu de télévision depuis High School Musical, pas énormément, elle a fait pas mal de choses en production. Mais en fait, comme beaucoup des autres acteurs, hors le couple principal, on constate que ce sont des acteurs qui ont pas fait grand-chose après, leur succès foudroyant dans High School Musical. Donc ensuite, on a le personnage de Ryan, qui est le frère jumeau de Sharpay, et qui va la suivre dans tous ses plans, mais qui quand même au final se révèle plus sympathique qu'elle, on va dire. Il a un vrai talent de danseur et de chorégraphe. On voit pas trop, pourquoi il suit sa sœur dans ses mauvais coups, vu qu'il est parfaitement capable de se débrouiller seul et d'ailleurs dans les opus 2 et 3, il va progressivement s'émanciper en fait de l'influence, de Sharpay. Il est incarné par Lucas Grabeel, qui donc lui est un exemple d'acteur qui a quasiment, uniquement sa carrière, autour de High School Musical. Sinon, une apparition dans Harvey Milk, dans le Ah film ouais. sur Harvey Milk de 2008 et il fait apparemment, depuis, plusieurs années des voix de séries d'animation et il apparaît aussi dans, le fameux reboot dont on parlera plus tard, High School Musical: The Musical: The Series. Personnage suivant, Kelsey. Alors en fait, elle, c'est l'élève qui est censé, au sein du film, avoir composé la musique de différents spectacles en fait organisés par les élèves. Et elle est assez effrayée par Sharpay et Ryan et elle va tout faire pour que en fait Roy et Gabriella obtiennent les rôles à leur place. Elle leur écrit des chansons spécifiques. Elle est incarnée par l'actrice d'origine russe Olisa Yurivina Rulin, qui a, joué, un petit peu, par la suite dans quelques films et séries télé. Ensuite, on a Mrs. Darbus, qui est la prof de théâtre délurée qui va organiser les auditions et les différentes comédies musicales. Et ça me fait rire parce qu'elle prononce musical, elle dit musical. Oui, je me suis demandé pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi elle prend cette tonalité française, je sais pas trop, c'est étrange. Ouais, c'est ça. Et en plus, du coup, il le sous-titre musical avec un E dans les parce que moi je mets les sous-titres anglais, Ah. tu sais. Je sais pas trop à quoi ça fait référence, mais bon, c'est pour faire, Ouais, distinguer c'est quoi, en ça, ouais. fait, j'imagine. C'est vraiment la caricature de la prof de théâtre avec le look hippie, complètement exalté dans l'enfance Ouais. perpétuelle. Et donc elle est incarnée par l'actrice Alison Reed qui apparaît régulièrement dans des seconds rôles, à la télévision américaine. Donc ensuite, Chad, qui est le meilleur ami de Troy, qui joue au basket avec lui, et qui va, en tout cas dans le premier film, voir d'un mauvais œil la passion nouvelle de son meilleur ami pour la musique. Il est incarné par Corbin Blue, dont on avait parlé en fait dans notre dernier épisode, l'épisode d'avant les vacances. On l'avait, signalé pour son interprétation de Sky dans une production récente de Mamma Mia au Hollywood Bowl. Oui, en fait, lui, pour le coup, c'est un acteur qui continue beaucoup de travailler. Il fait pas beaucoup, je pense, de télévision ni de cinéma, mais par contre, il fait beaucoup de scènes. Et on Mmh. le voit beaucoup, par exemple, à Broadway. En 2010, il a joué le rôle principal de In the Heights. Et très récemment, en 2019, il était dans le revival de Kiss Me Kate. Et enfin, on peut parler de Taylor. Donc elle, c'est un peu l'équivalent de Chad, mais de l'autre côté, du côté des filles. Donc c'est la copine de Gabriella qui est avec elle dans le club de sciences. Et comme Chad, elle voudrait que, en tout cas dans le premier film, que Gabriella se concentre plus sur la science que sur la musique. Donc elle est incarnée par Monique Coleman, qui jouait également, comme Ashley Tisdale dans La vie de palace de Zack et Cody, donc cette œuvre que je ne connaissais pas, mais qui apparemment, Je connaissais deux noms, moi. Je pense que ça devait passer à la télé quand on était petit. Je sais plus.
Et donc elle aussi, elle continue épisodiquement à travailler pour le cinéma et la télévision, en parallèle de pas mal, d'œuvres de charité. Alors maintenant qu'on vous a présenté, les personnages et les acteurs, on va passer en revue les 3 films de la saga principale. Oui, pour que vous vous souveniez un peu de quoi ça parle. Alors, en réalité, ce sont des intrigues quand même très légères, hein. En le revoyant, je me suis dit qu'il se passait pas grand-chose dans ces films, faut être clair. Donc, dans High School Musical, le premier, on a au début la rencontre et l'histoire d'amour qui commence entre Troy et Gabriella. Alors, c'est marrant, c'est exactement comme dans Grease, c'est-à-dire qu'ils tombent amoureux pendant les vacances et à la rentrée, finalement, oh, elle arrive dans un nouveau lycée et là, boum, elle tombe sur lui, incroyable hasard. Alors la différence, c'est que dans High School Musical, ça se passe au moment des vacances d'hiver, alors que dans Grease, évidemment, c'est l'été. Et en fait, on retrouve l'opposition qui est mise en scène par Grease, à savoir que les 2 héros se rencontrent d'abord en vacances, c'est-à-dire dans un contexte de sorte de parenthèse enchantée, pendant laquelle ils peuvent vraiment être eux-mêmes, tandis qu'ensuite, ils doivent à nouveau interagir en contexte scolaire, dans lequel ils ont chacun des rôles très précis à jouer. Oui, ben c'est ça, puisque elle est, donc vous l'aurez compris, plutôt dans la clique des intellos, alors que lui, c'est un sportif. Mais ils vont se prendre de passion pour la musique et auditionner pour la comédie musicale du lycée, ce qui va créer des conflits avec leurs amis qui n'apprécient pas trop ce changement, et avec Sharpay et Ryan. En fait, c'est marrant, l'intrigue se déroule sur vraiment très peu de temps. On a la rentrée de janvier, la première édition, et puis ça se termine sur le callback, donc le deuxième tour des auditions. Callback auquel toute l'école assiste, bah ouais, pourquoi pas. Et alors ce qui est marrant dans ce premier film, c'est que finalement, on voit pas du tout le spectacle qui sera in fine monté. Tout se joue sur les auditions. J'ai trouvé ça assez curieux, en fait. Et on ne sait absolument rien de ce spectacle, ça m'a toujours frappé. De quoi ça parle il y a sûrement une histoire d'amour, mais à part ça... Alors, High School Musical 2 va se dérouler l'été, entre la junior year et la senior year des personnages, donc entre la première et la terminale. L'intrigue se déroule dans un club de vacances, ça m'a un petit peu fait penser à Dirty Dancing. Et alors tous les personnages donc du film précédent sont embauchés au club, c'est très très crédible. Tandis qu'on va découvrir que les parents de Sharpay et Ryan sont en fait les propriétaires de ce club de vacances. Alors oui, moi je propose de faire passer l'inspection du travail dans ce camp de vacances qui semble tourner avec un personnel à 80% composé de lycéens, donc vraisemblablement mineurs. Ça me paraît moyennement légal. C'est clair. Alors dans ce deuxième film, ce qui m'a frappé, c'est que l'intrigue est beaucoup plus centrée sur Troy, en fait. Gabriella est plutôt au second plan, qui va être courtisée à la fois par Sharpay, puisque soudain elle devient un petit peu obsédée par lui, elle a envie de sortir avec lui, quoi, et par des recruteurs d'une équipe de basket prestigieuse. Et donc c'est un moment où Troy va prendre la grosse tête et perdre l'esprit d'équipe. Là, on retrouve un thème classique de la comédie musicale, hein, cette tentation de faire passer son intérêt personnel avant celui du groupe, hein, tentation de trahison ultime de la star. Mais finalement, il va revenir au collectif à la fin, puisque toute la bande va monter un spectacle pour le fameux talent show du club de vacances. Là aussi, comme dans Dirty Dancing, ça se termine sur le talent show, en fait. Et ensuite, donc le dernier film, High School Musical 3. Oui, alors là, ben, c'est la fin du lycée, et on va avoir une problématique classique de teen movie américain, c'est-à-dire que les personnages se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire après, dans quelle fac ils vont aller, quelle discipline ils vont choisir. Au début du film, Troy est pris dans la fac locale pour faire du basket, mais il hésite quand même à faire des arts du spectacle, tandis que Gabriella, elle, est prise à Stanford. Elle a pas cette hésitation avec les arts du spectacle, par contre, elle est pas sûre de vouloir partir si loin parce que ça la séparerait de Troy. Et donc 4 des membres du drama club, à savoir donc Sharpay, Ryan, Kelsey et Troy, puisque on aura, à son insu, envoyé une candidature. 4 de ces étudiants vont être en compétition pour obtenir une bourse pour la prestigieuse Juilliard School de New York, donc une école d'art du spectacle dont, les, responsables des admissions vont venir au lycée, voir la comédie musicale. Là encore, ça rappelle un petit peu Glee avec ce moment où, les, responsables de NYATA, la fameuse école fictive qui s'inspire tout à fait de Juilliard, va, venir auditionner les membres du Glee Club. Ouais, tout à fait, ouais. Et alors, dans ce troisième opus, les élèves montent une comédie musicale qui raconte leur dernière année, donc il y a une espèce de mise en abîme. Et on est vraiment dans la tradition du backstage, avec des rebondissements, évidemment, lors de la représentation finale, avec les doublures qui vont prendre les premiers rôles, etc.
Finalement, on peut dire que les 3 sont plus ou moins backstage parce qu'on a toujours, en fait, un spectacle en ligne de mire, même si c'est dans le 3 que c'est le plus, marqué et le plus, authentiquement backstage. Mm. Et j'avais un petit détail amusant que j'ai noté. Il y a dans toute la saga un jeu sur l'attente du baiser entre les deux protagonistes principaux. Dans le 1, en fait, ils ne s'embrassent pas. Ils sont toujours interrompus à chaque fois qu'ils veulent s'embrasser. Ensuite, dans le 2, on joue à nouveau là-dessus, mais à la fin du film, ils finissent par s'embrasser. Et dans le 3, il y a encore un petit peu ce jeu, même si finalement, c'est bon, ils sont dans un couple installé, donc ils peuvent s'embrasser. Je sais pas si c'est de la pruderie à la Disney, mais en tout cas, ils jouent avec ça, donc j'ai trouvé ça plutôt amusant. Alors, on voulait ensuite, vous parler des numéros, marquants, en tout cas des numéros qui nous ont le plus intéressés, au cours de ces 3 films. Personnellement, moi, de manière générale, j'ai trouvé que les numéros de groupe étaient, beaucoup plus réussis que les duos romantiques, Hmm. parce que bon, les duos romantiques, j'ai toujours trouvé un petit peu plats et en termes de danse, je trouve que Gabriella comme Troy ne sont pas exceptionnels. Et en revanche, les numéros de groupe sont, très remarquables et notamment pour leur chorégraphie. Alors déjà, dans le premier opus, High School Musical, tout court. Bah, commençons par la première chanson du film, hein. Alors pour le coup, c'est un duo amoureux, mais quand même une chanson, enfin, plutôt une scène qui est très très amusante. C'est vraiment une scène culte, hein, puisque c'est une scène de karaoké, donc sur la chanson Start of Something New, où Troy et Gabriella donc sont invités par je sais plus, le mec qui fait l'ambiance dans la soirée parce que c'est une soirée de réveillon, de Nouvel An. Ils sont invités à venir sur scène chanter. Et au début, ils sont timides, ils veulent pas chanter, mais finalement, ils vont se prendre au jeu et c'est le moment où ils tombent amoureux, quoi. C'est vraiment un cliché cette, scène de karaoké et notamment sur, la façon dont ça permet de construire, le début de l'intrigue romantique entre 2 partenaires. Moi, ça m'a fait penser au numéro Gratuitous Karaoke Moment de Crazy Ex-Girlfriend où justement elle décortique un petit peu ces passages obligés de ce type de scène. Bah, totalement, ouais. Ensuite, on a le numéro Get Your Head in the Game, qui en fait se déroule pendant un entraînement de basket où on a Troy qui va montrer ses qualités de meneur en encourageant ses coéquipiers à se concentrer sur le jeu. Donc il dit We gotta get your head in the game, et puis les coéquipiers répètent après lui We gotta catch. Voilà. Par contre, à ce moment-là, il est déjà déchiré entre le basket et la chanson, donc il y a aussi des moments dans le numéro où il hésite. L'hésitation de Troy entre le basket et la chanson, je pense que c'est le thème majeur de la saga, c'est très très régulier, mais là c'est la première fois que voilà, c'est introduit en musique. Par ailleurs, l'intégration du numéro est plutôt réussie, puisqu'on a une transition vers la musique qui va passer par les rebonds des ballons et les crissements des chaussures sur le parquet, qui vont progressivement créer un rythme pour amener au numéro musical, c'est vraiment pas mal. Ouais, j'ai trouvé ça, assez exceptionnel aussi et il me semble qu'on a aussi à d'autres reprises des chorégraphies, sur le thème du basket ou en tout cas qui vont Oui. intégrer, des jeux avec les ballons et qu'à chaque fois c'est plutôt virtuose et bien réussi. Mm. Autre numéro que l'on peut citer dans ce premier opus, le numéro What I've Been Looking For qui va en fait se décliner en 2 versions. Une version pop de Ryan et Sharpay et une version ballade de Troy et Gabriella avec en fait une opposition entre ces 2 versions pour dire que la deuxième est, la version qui va le plus mettre en valeur les harmonies, la composition et qui est la version comme elle est censée être chantée. Ouais, je sais que c'est ce qu'on est censé penser, mais en vrai, je trouve que la version Sharpay Ryan est mieux. Elle est plus dynamique, elle est moins cucu, quoi. Et dans les commentaires YouTube de la chanson, à chaque fois, c'est ce que les gens disent, en fait, c'est marrant. Les gens sont fans de Sharpay et Ryan, beaucoup plus que de Troy et Gabriella. Bah, ils sont plus, entertainants, hein, Ouais, faut dire ce qui exactement, est. ouais, c'est ça. Numéro particulièrement réussi à mon sens de ce premier High School Musical, c'est, Stick to the Status Quo. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à You Can Stop the Beat de Hairspray. On est sur un numéro d'ensemble qui a lieu à la cafétéria, hein, qui est un des lieux emblématiques du lycée et comme dans Glee, en fait, et dans la tradition des teen movies en général, on va nous présenter la stricte hiérarchie des élèves en fonction de leurs activités. Mm. Le propos de la chanson, c'est de dire que ça doit rester ainsi. Chacun doit être bien rangé dans une case, hein, les sportifs avec les sportifs, les geeks avec les geeks, les skateurs avec les skateurs, et les théâtreux avec les théâtreux, bien sûr.
Mais en réalité, la saga va finalement faire l'apologie de la porosité de ces frontières. Et d'ailleurs, à la fin de High School Musical 3, on reboucle avec cette thématique dans le discours qu'ils prononcent à la fin lors de leur cérémonie de diplôme. Ouais. Il y a cette idée que voilà, on a fait bouger le statu quo. Et ce qui m'a fait, rigoler, c'est que j'ai trouvé qu'on retrouvait la mécanique qu'on avait observée dans Turn It Off de Book of Mormon. À savoir cette idée de professer quelque chose de contraire à l'esprit de la comédie musicale, donc ici, rester bien rangé, chacun à sa place, mais avec les outils de la comédie musicale. C'est-à-dire cet éloge du statu quo dans un numéro pourtant très entraînant et très énergique. Et comme pour Book of Mormon, je trouve que ça suggère dès le début que cette morale explicitement énoncée n'est pas la bonne par rapport à l'éthos du film. When There Was Me and You est une chanson solo, c'est la seule du film. C'est une ballade de désespoir de Gabriella. En fait, elle vient d'entendre Troy dire qu'elle n'était pas importante, donc elle est très triste. C'est une chanson ambulante, entre guillemets, puisqu'en fait, elle va marcher dans les couloirs du lycée au fur et à mesure qu'elle se désespère. Et ça me fait beaucoup penser aux ballades amoureuses de Grease, en fait. Les chansons où à chaque fois, il se lamente de ne pas pouvoir être avec l'être aimé. Donc la chanson de Sandy, Hopelessly Devoted to You, et la chanson de Danny, qui s'appelle Sandy. Le numéro suivant que j'adore, c'est Bob to the Top. Je suis vraiment très très fan de ce morceau, avec des rythmes latins, bon certes un peu clichés, hein, puis ils poussent des exclamations, ils disent arriba, machin, bon c'est un peu too much, mais c'est très très entraînant, encore une fois, ça montre le caractère entertainant de Sharpay et Ryan. Donc c'est leur chanson de callback, le fameux deuxième tour des auditions pour le musical. Et par contre, dans le film, c'est un peu pénible parce qu'elle arrête pas d'être interrompue, puisqu'en fait, on est dans un moment de suspense. Pendant que Sharpay et Ryan chantent, Troy et Gabriella sont dans leur compétition respective, donc basket d'un côté et puis le Science Decathlon de l'autre. Et en fait, il y a un suspense sur est-ce qu'ils vont finir à temps leur compétition pour être à l'heure à l'audition. Mais je trouve que ça interrompt un peu le super numéro de Sharpay et Ryan. La chanson de callback de Troy et Gabriella, ce sera Breaking Free, donc le duo final, qui va leur faire obtenir les premiers rôles dans la comédie musicale du lycée. C'est vrai que Sharpay est très fair-play parce qu'à la fin du film, elle arrive et elle dit « Ah, bravo d'avoir eu les premiers rôles et tout ». Moi, j'aurais été dégoûtée, quoi. Et en plus, par ailleurs, je trouve que Breaking Free, c'est la chanson la moins intéressante et la moins entraînante du film. Donc vraiment, c'est un peu... On n'y croit pas trop, je trouve. Et enfin, le numéro final, alors là, qui pour le coup est vraiment très réussi et vraiment sympa, j'aime beaucoup. Donc, We're All in This Together. D'ailleurs, les 3 films, en fait, se terminent par des grands numéros collectifs. Et dans le 3, il y a même une reprise de cette chanson de We're All in This Together lors de la fameuse remise des diplômes dont tu parlais tout à l'heure. Et alors en fait, cette réplique, hein, We're all in this together, on est tous ensemble dans ça, c'est la phrase leitmotiv des stars, hein, de Troy et Gabriella, qui ont systématiquement pour rôle de remobiliser les troupes. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce que personnellement, moi je trouve que l'un comme l'autre, ils ont à peu près le charisme d'une huître, et que des personnages comme Ryan ou Kelsey, qui ont une vraie compétence en fait artistique, et qui font vraiment quelque chose pour le groupe, hein, composer, chorégraphier, eh bien, ils seraient beaucoup plus légitimes à endosser cette fonction de remobilisation. Mais bon, on va dire que c'est l'apanage et le pouvoir de la star de miraculeusement remotiver tout le monde par sa seule présence, à défaut de compétences. Allez High School Musical 2 maintenant. Alors, c'est frappant, en fait, dans ce deuxième opus, il y a beaucoup plus de numéros musicaux, et ils sont plus sophistiqués, plus spectaculaires, donc comme tu le disais, c'est lié aussi sans doute au fait que le budget soit plus important dans ce deuxième film. On a un numéro d'ouverture très très catchy, qui s'appelle What Time Is It? What Time Is It? Summertime. Où, en fait, les élèves se réjouissent de partir en vacances d'été. Donc là, déjà, ça donne le ton du fait que les numéros vont être un peu plus spectaculaires et ambitieux. Et j'ai trouvé assez, rigolo qu'en fait, bah, du coup, j'ai vu vraiment les 3 films, à la suite, un par soir, pour préparer cette émission, et on voit qu'il y a vraiment narrativement un jeu avec la reprise des mêmes éléments exactement dans le même ordre, parce que ça commence toujours avec un cours de théâtre. Ils ont toujours C'est cours de vrai. théâtre dans ce lycée et là, comme de par hasard, le dernier cours de l'année, c'est un cours de théâtre. Oui, alors ce qui est marrant aussi, c'est que les cours, comment dire, je sais plus si c'est dans le 1 ou justement dans cette première scène du 2,
mais ils arrivent en cours, la prof parle genre 3 minutes, et la cloche sonne et le cours est fini. Donc, c'est un peu, comment dire, pas très logique. Un emploi du temps assez assez léger. C'est ça. Ensuite, on a le numéro Fabulous, qui est un solo de Sharpay, c'est presque son hymne en fait. Hein. D'ailleurs, donc ce terme Fabulous va donner son nom au fameux téléfilm centré sur Sharpay en 2011, dans lequel on entend la chanson Fabulous dans le générique de fin. Alors dans High School Musical 2, cette chanson est l'occasion de plans dans la piscine donc du fameux club de vacances qui vont évoquer explicitement les mises en scène de Busby Berkeley, notamment pour Esther Williams, donc le plan zénithal sur les nageuses qui font des figures géométriques. Bah, c'est justement le morceau, en fait, que je montre à mes étudiants pour parler de références contemporaines à Busby Berkeley et bon, outre le fait que ça me garantit un succès fou et un ambiançage de la salle de classe, ça permet de montrer combien les numéros à la Berkeley sont cités ici pour leur caractère somptuaire et servent à montrer toute la démesure de l'ambition du personnage de Sharpay. Autre numéro intéressant, on les passe pas tous en revue, mais que j'aime particulièrement, c'est I Don't Dance. Donc ça va être un duo entre Ryan et Chad qui se déroule pendant un match de baseball. Et alors, à ce moment-là, Chad dit qu'il ne veut pas danser, donc il répond à Ryan, il dit I don't dance, bon, tout en dansant, donc c'est toujours un peu l'ambiguïté de ces numéros. Et c'est un moment particulièrement homo-érotique entre Ryan et Chad. Là encore, j'ai regardé les commentaires des gens et ils disent tous ça, sauf ceux qui veulent absolument pas voir, qui disent mais vous voyez le mal partout, etc. Mais bon, c'est quand même, enfin, il faut pas tirer trop le fil pour y voir quelque chose de cet ordre-là. Il y a presque un peu le I don't dance de Chad, c'est presque comme s'il lui répondait à Ryan, je suis pas homo, laisse-moi, tandis que Ryan, de son côté, essaie de le convaincre, puisqu'évidemment, on peut clairement lire le personnage de Ryan comme homosexuel, même si c'est évidemment jamais confirmé dans les films. Oui, là, je sais même pas si on peut tellement parler de lecture, tellement ça me paraît évident dans le personnage. Et d'ailleurs dans le l'opus numéro 3, il finit plus ou moins, enfin c'est pas très clair avec Kelsey, qui elle pour le coup m'a toujours envoyé pas mal de lesbian vibe, donc je me suis demandé si finalement il ne jouait pas le rôle de barbe mutuelle, donc c'est-à-dire de couple, de façade l'un pour l'autre. J'avoue. Mais c'est vrai que dans le 3, je me souviens très bien que ça m'avait choqué, ce couple sorti de nulle part, alors que clairement, je sais plus si Kelsey, je l'avais pensé lesbienne, mais en tout cas Ryan, c'était évident qu'il était homo, donc j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Disney, franchement, là Et on retrouve aussi la traditionnelle fausse opposition, puis réconciliation entre le sport et la danse. On en a déjà parlé moult fois à propos de Gene Kelly qui en avait fait une croisade personnelle. C'est un thème aussi récurrent de Glee. Mm. Là, on a toujours la même chose, en montrant la proximité entre le baseball et la danse. La virilité de la première activité rejaillit sur la deuxième. Et enfin, donc High School Musical 3, on va avoir ici des numéros encore plus sophistiqués, plus spectaculaires et plus longs. On voit clairement que la production a mis le paquet pour le cinéma. Oui, alors je voulais pas tous les passer en revue, mais j'en ai noté deux que j'aime bien. Il y a I Want It All par Sharpay et Ryan, et en fait, ils vont s'imaginer en stars de Broadway. C'est un numéro qui commence dans la cafétéria, la fameuse cafétéria du lycée, puis qui va parcourir plusieurs décors abstraits, un peu stylisés, qui vont évoquer différents styles et ambiances. Il y a même un passage qui m'a fait penser au ballet de Chantons sous la pluie, Mmh. et ou à une séquence un peu à la Berkeley, avec les enseignes lumineuses des théâtres, les immeubles en fond, un peu en carton, enfin très stylisés. Ah oui, moi aussi j'aime beaucoup ce numéro. C'est, celui qui est le plus clairement pour moi, comédie musicale au sens, théâtral et on va dire, iconographie de la comédie musicale. Ouais, exactement. Autre numéro que j'ai bien aimé, c'est A Night to Remember. Alors là, on a les garçons et les filles qui vont se préparer au bal de promo, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait un bal de promo dans un teen movie. Et en fait, c'est un grand numéro collectif qui va commencer dans la vie, entre guillemets, c'est-à-dire que les personnages commencent à dire « Oh là là, comment je vais m'habiller au prom », enfin, les trucs classiques. Et ça va se terminer sur scène pendant une répétition, puisqu'en fait, on comprend que ce numéro fait partie de la comédie musicale créée par les élèves qui, comme je disais tout à l'heure, est une comédie musicale qui va raconter leur dernière année au lycée. Et en fait, c'est un peu le cas. En fait, tous les numéros qu'on entend dans le film, à la fin, on comprend qu'ils sont aussi dans la comédie musicale jouée par les élèves. Je sais pas si c'est très clair. Voilà, bon, dans ce numéro, il y a un truc un peu, une répartition un peu cliché des genres, c'est-à-dire qu'on a les filles qui rêvent du bal de promo, de passer la meilleure soirée de leur vie,
tandis que les garçons sont saoulés d'avance. Mais c'est plutôt marrant et je trouve que le numéro est assez réussi visuellement parlant. Alors, développons un petit peu sur les thématiques de cette saga. Fanny, il faut que tu nous rappelles d'abord d'où ça vient, en fait, de quelle tradition ça vient, donc parle-nous du sous-genre du teen musical. Oui, donc c'est un genre dont on avait déjà parlé aussi à propos de Glee, un genre très ancien de la comédie musicale. On retrouve des exemples de ce sous-genre dès les années 40, avec tous ces films qui ont pour vedette Mickey Rooney et Judy Garland. Ce sont des films qui vont viser un public familial, avec des intrigues vraiment sans aspérité, qui vont célébrer une jeunesse américaine saine, combative, et qui va monter avec les moyens du bord des spectacles dignes de Florence Ziegfeld. On retrouve dans High School Musical tous les ingrédients de ce type d'intrigue backstage, à savoir les rivalités entre performeurs, la difficulté du groupe à fonctionner et, évidemment, le triomphe final grâce à la position charismatique de stars qui vont montrer le chemin. Ces thématiques, essentielles du genre vont être particulièrement mises en valeur dans les grands numéros d'ensemble, Hmm. où va prévaloir l'harmonie et la synchronie des interprètes plutôt que la virtuosité individuelle. On avait beaucoup ça, en fait, dans les films de Ronnie Garland mis en scène chez Busby Berkeley et on le retrouve dans les numéros les plus explosifs de High School Musical. Oui, très intéressant en fait cette filiation. Je sais pas à quel point elle est consciente de la part des auteurs de High School Musical. Bah, je pense qu'elle l'est assez, au sens où comme c'est un sous-genre de la comédie musicale, c'est, assez transparent que pour faire ce type de film, il faut jouer sur ça. Enfin pour moi Hmm. c'est assez, évident que c'est assumé, mais en fait j'en sais rien. Ok. Autre thématique, c'est, donc on a un peu déjà esquissé, l'opposition entre sport d'un côté et puis chant et danse de l'autre. En fait, dans les trois films, c'est comment dire, le dilemme de Troy qui va être déchiré entre sa passion pour le basket et son envie de chanter et danser. C'est un truc qui découle des éléments classiques du genre teen movie, c'est-à-dire avec les différents clans qui ne se mélangent pas, les sportifs d'un côté, puis les intellos, les artistes, les geeks. Autre élément du teen movie, c'est évidemment la pression parentale, puisque le père de Troy, en fait, est l'entraîneur de l'équipe de basket, et il veut que son fils devienne sportif de haut niveau comme lui, et en tout cas au départ, n'accepte pas qu'il ait une autre passion. Il y a également la pression sociale, évidemment, puisque on a le jugement des amis, qui, eux non plus, n'apprécient pas trop que Troy diversifie ses passions, mais finalement, les clans vont bien s'entendre, et chacun peut vivre ses passions sans jugement. Ouf. Et on remarque que même si dans I Don't Dance, on mêle cette question de l'affrontement entre, d'une part, chant et danse et d'autre part, sport, on mêle ça à des questions de virilité, Mm. eh bien, c'est pas du tout quelque chose qui va se poser pour Troy. En fait, sa position de mâle alpha ne va jamais être menacée par son intérêt pour le spectacle, à la différence de, Finn, par exemple, dans Glee. Mm. C'est plutôt, ici une question de, comme on l'a dit, de défaut de loyauté envers ses bros, ses coéquipiers. Bon, ça pose aussi, du coup par ricochet, hein, des questions de virilité, mais, différemment. L'identité virile de Troy n'est pas menacée par sa passion pour le chant ou la danse. En effet. Autre thématique qui m'a paru particulièrement importante, dans les 3 films, c'est, l'opposition entre le fait de chanter, sophistiqué, c'est-à-dire avec des effets et surtout pour la gloire, et le fait de chanter de façon naturelle pour le plaisir. En fait, c'est, l'opposition structurelle entre la façon dont Sharpay envisage, le fait de se produire sur scène et la façon dont l'envisagent, les héros, hein, donc le couple principal, Troy et Gabriella. Sharpay va beaucoup miser en fait sur les décors, les costumes, les effets scéniques et elle va bien souvent chanter, en tout cas en apparence, hein, pour gagner la compétition. Parce que je pense qu'on comprend en fait finalement qu'elle est très, très animée par un authentique amour du spectacle et que c'est ça en fait qui la réhabilite. Mm. Mais en apparence, elle chante pour la gloire. À l'opposé, le couple principal va chanter de façon, censément plus dépouillée et plus naturelle, alors qu'en fait, on a quand même beaucoup d'effets vocaux, de Mm. réverbérations assez insupportables et eux vont chanter pour le seul plaisir de chanter. Oui, c'est vraiment dit explicitement dans le 2. À un moment, Sharpay fait un grand numéro parce que, comme je disais tout à l'heure, elle veut séduire Troy. Et en fait, il lui dit explicitement, il dit à Sharpay qu'elle en fait trop et qu'elle ne connaît pas le plaisir simple
de chanter entre amis et sans artifice. Et en fait, là encore, c'est un ethos qui est totalement en phase avec l'idéal, protestant, de la comédie musicale hollywoodienne classique, à savoir que le bon chanteur et danseur est celui qui va s'adonner à cette activité de façon désintéressée, donc authentique. On retrouve notamment cette thématique dans le teen musical Babes on Broadway ou aussi dans Broadway Melody de 1940, ainsi que dans la franchise Disney Camp Rock et en particulier dans Camp Rock 2 que je vous invite à découvrir encore une fois cette œuvre de haute qualité. Alors moi, j'ai toujours trouvé marrant que, en fait, donc les Theater Kids, qui est l'un des clans du lycée, hein, c'est les élèves qui ne vivent que pour la comédie musicale, en fait, notamment dans le 1, mais même après, en fait, ce sont les méchants de l'histoire. C'est eux qui vont mettre des bâtons dans les roues des héros, etc., puis qui font des mauvais plans. Mais en fait, on peut comprendre Sharpay et Ryan, ça fait des années qu'ils bossent, et là, out of nowhere, débarquent 2 personnes que ça n'intéressait pas il y a 3 minutes et qui leur prennent leur place. Non mais franchement, c'est abusé. Mais oui, pour moi, ça participe pleinement de ce traitement tout à fait injuste du personnage de Sharpay. Eh bien, nous allons la réhabiliter, puisque nous allons maintenant passer aux spin-offs, donc les différents spin-offs de la saga. Et donc, en premier lieu, le téléfilm Sharpay's Fabulous Adventure de 2011. Alors, raconte-moi de quoi ça parle, Fanny. Alors, en fait, c'est un peu alambiqué Oui. malgré tout. Ça se passe donc 1 an après, le 3e, opus de la saga. Sharpay part à New York pour devenir une star de Broadway, mais tout ne va pas se passer comme prévu. En fait, elle pensait avoir sécurisé une audition, voire même un rôle pour une comédie musicale par l'entremise d'un ami de son père, mais en fait, c'est son chien, donc son petit chien Boy, que la production veut caster. Donc finalement, le chien Boy est en compétition avec un autre chien et Sharpay va donc, participer à la production en faisant tout pour que son chien ait le rôle, puisque la stratégie, c'est que la gloire de Boy rejaillisse finalement sur elle et que son chien devenant une star, elle devienne aussi une star. Et donc pour cela, elle va vraiment galérer, elle va, faire des coups bas au propriétaire de l'autre chien, elle va devenir l'assistante de la star qui est absolument, horripilante. En fait, c'est une intrigue assez classique de film, même plus que de comédie musicale backstage. Une intrigue beaucoup plus, élaborée que les autres films, mais bon, j'avoue qu'on partait de très loin avec, les intrigues de la trilogie principale. Et alors je voudrais signaler une gigantesque incohérence qui m'a posé beaucoup de problèmes et qui, je pense, t'en a posé aussi à toi, Anna, parce que je sais à quel point tu es attachée à la cohérence scénaristique entre les opus. C'est vrai. Au tout début du film, les parents de Sharpay, ils tiquent qu'elle aille seule à New York et c'est pourquoi, en fait, ils vont lui trouver un chaperon en la personne du fils d'un ami de la famille qui deviendra bien évidemment l'intérêt romantique de Sharpay. Mais en fait, normalement, moi ce qui me choque, c'est que normalement, il y a son frère Ryan qui est justement à Juilliard, donc à New York. Donc pourquoi est-ce que, qu'ils ne le disent pas: «Ah mais oui, ton frère est à New York!» Mais parce que l'acteur n'était pas disponible. Oui, sans doute. Et en fait, apparemment, dans une scène coupée, donc le personnage de Ryan fait une apparition et on apprend qu'il était actuellement en tournée pour un musical. Mais en fait, du coup, si en plus il y avait une justification scénaristique, il aurait juste fallu le mentionner à un moment dans le film. Parce que là, je trouve que ça fait très très étrange. Comme si on avait oublié qu'il était à l'école aussi à New York. Oui, c'est un peu bizarre. Donc effectivement, il y a cette scène coupée où j'ai pas très bien compris, je crois qu'elle apparaît dans certaines versions, mais je sais pas lesquelles. Bah, dans le générique, en fait. Moi, je l'ai vu au générique de la version diffusée sur Disney Channel, mais c'est très bizarre. Parce Ah, que c'est sur la ça. version Disney+, elle y est pas, donc Exactement, ouais. Oui, c'est bizarre. Bon, en tout cas, on peut la regarder sur YouTube, donc on vous mettra un lien si ça vous intéresse. Alors, j'y ai pas forcément pensé parce que j'avais déjà lu l'anecdote sur cette apparition de Ryan, mais oui, c'est complètement absurde. En fait, comme ça se passe très peu de temps après la fin du 3, ça veut dire qu'ils ont tous les deux abandonné leurs études. ouais, c'est Ils ont drop out of college, comme ça, quoi. Il aurait suffi simplement de faire une ellipse, c'est-à-dire de dire que ça se déroule 3 ou 4 ans après High School Musical, et là, ça aurait été acceptable. Et alors, l'autre incohérence, ou le truc un peu bébête, c'est que, donc, au début, le père de Sharpay, il est pas très chaud pour qu'elle parte à Broadway, et il lui dit, je te donne 1 mois pour réussir à Broadway. 1 mois pour réussir à Broadway. Non, mais, dans quel monde ça marche, ce truc? et c'est facile! Oh là là! Quand on veut, on peut, hein. D'ailleurs, elle y arrive, hein, donc.
Donc on est encore dans une intrigue backstage avec une héroïne en quête de réussite à Broadway et donc la préparation de ce fameux spectacle mettant en scène un chien. On peut même davantage parler d'un film backstage plus que d'une comédie musicale parce qu'on a vraiment peu de numéros Mm. dans le film. On a 2 vers le début et un à la fin et apparemment, il y a aussi un numéro coupé de Ryan parce que, il y a une chanson qui est créditée au générique. Je sais pas si tu avais Ah, j'ai pas remarqué, fait gaffe. mais, donc je sais pas comment elle était censée, s'intégrer, enfin bref. Et donc au sein de cette préparation d'un spectacle, on a Sharpay qui va être confronté, donc tu le disais, à une star diva exécrable, presque un peu ce que Sharpay aurait pu devenir. Hein, Et à la fin, en fait, Sharpay va prendre la place de la star et jouer le premier rôle au dernier moment. Donc ça, évidemment, grand classique des films backstage. Mais elle ne peut devenir la star que parce que justement, elle est devenue, pendant le courant du film, plus humble et plus honnête. Ça sert bien, je trouve, à approfondir la psychologie du personnage. On voit bien son amour de la scène. On insiste sur le fait qu'elle a beaucoup travaillé pour en arriver là. Ce qui était en fait aussi sous-entendu dans les films, mais qu'on perdait un peu de vue en fait, étant donné combien elle insistait sur son envie de réussir, sa quête de la gloire. On perdait un peu cet authentique amour du spectacle de vue. Mm. Et alors, autre chose que j'ai noté, c'est que je pensais en fait que le film serait beaucoup plus over the top que ça. En réalité, il est assez sentimental. Je pensais que ça serait à l'image du côté fabuleuse de Sharpay et qu'elle serait un peu une bitch. Mais en fait, ça reste assez léger. Bon, elle est superficielle et ambitieuse, mais elle n'est pas vraiment méchante, quoi. Et du coup, ça m'a évoqué une autre inspiration qui existe à mon avis pour le personnage de Sharpay. C'est le personnage de Elle Woods dans La Revanche d'une blonde, donc Legally Blonde, donc le film de 2001 qui a été adapté en comédie musicale scénique en 2007. Donc il s'agit d'une blonde qui s'habille toujours en rose et qui est toujours accompagnée de son petit chien, qui est un peu naïve mais qui au final est très attachante. Donc ça l'éloigne un peu de ce que je disais tout à l'heure sur le personnage de Bitch de peste de Teen Movie. Alors, on va à présent vous parler de la série, donc issue de High School Musical, qui a donc été tout récemment diffusée par Disney+. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un moment sur le titre? Oui. Parce que ça s'appelle quand même High School Musical, deux points, The Musical, deux points, The Series. Alors moi vraiment à chaque fois que j'ai vu le générique, ça m'a fait rigoler, je m'en remets pas, on dirait presque une parodie en fait, tu sais, de titre de franchise, Ouais, grave. au sens où ça fait filon exploité jusqu'à la corde, quoi. En fait, ça s'explique tout simplement par le propos fondamentalement méta de la série, puisque c'est l'histoire de lycéens qui intègrent le lycée de East High, mais qui alors est présenté comme le véritable lycée où s'est tourné High School Musical, et donc non plus au Nouveau-Mexique, mais en fait dans l'Utah, Mm. à Salt Lake City. Donc tiens, ça reboucle avec Book of Mormon, Ouais, c'est vrai. cette histoire. Donc on est dans le lieu de tournage de High School Musical et pour, célébrer un peu donc ce lycée qui est marqué par cette saga dont elle a servi de lieu de tournage, on va avoir donc, ces, nouveaux lycéens qui vont faire une comédie musicale hommage à High School Musical et donc des personnages fictifs vont auditionner, puis jouer les rôles de Troy, Gabriella, Sharpay et cetera. Oui, donc en fait, on est sur le même esprit que le film original, dans le sens où ça reste backstage, mais en version méta, et avec Disney, évidemment, qui se rend hommage à lui-même, on va dire comme d'hab, hein, ces dernières années. Une tendance qui se systématise en fait ces dernières années, comme on l'a dit dans notre épisode consacré au remake live action de Disney. C'est une série en fait qui va s'adresser à la fois aux fans hardcore de la franchise originelle, avec des références assez pointues, et c'est marrant, c'est que à la fois les personnages, mais aussi les acteurs dans un documentaire autopromotionnel de Disney présent sur Disney+, vont être présentés comme fans de la saga. Ouais. Donc à la fois, ça s'adresse à ces, fans hardcore, mais aussi à un nouveau public, qui va, découvrir un peu, les personnages à l'occasion de la série, avec cette idée un peu de continuer de porter le flambeau pour une nouvelle génération de spectateurs. Et bien sûr, exploiter le filon encore une fois un maximum. Évidemment. Alors, la série est tournée avec un style faux documentaire, un peu comme dans The Office.
C'est-à-dire avec une caméra à l'épaule et puis des séquences confessions des personnages qui parlent face caméra et qui racontent, qui commentent un peu ce qui se passe. J'ai pas trouvé que c'était forcément très utile dans le cadre de ce que ça racontait, quoi. Mais bon. Donc là encore, c'est pas une comédie musicale à proprement parler. Il y a quelques numéros tout de même, évidemment. On a des chansons donc du film original High School Musical, et puis on a aussi des chansons originales écrites pour la série. Et la musique est traitée de manière relativement réaliste. En tout cas, il y a toujours une justification au fait que les gens se mettent à chanter. J'ai pas trouvé que les numéros étaient très marquants par ailleurs, à part peut-être la belle chanson au piano chantée par, je sais plus comment s'appelle le personnage, mais l'élève du lycée qui joue Mrs. Darbus dans la pièce. Ouais, cette chanson était vraiment bien, ouais. Ouais, très jolie. Donc on est vraiment sur du backstage classique avec donc des surprises au moment du casting, des tensions entre les comédiens, des répétitions plus ou moins réussies selon l'humeur des lycéens. Là on rentre dans le domaine du spoiler, donc vous pouvez avancer un peu si vous voulez pas entendre, mais il y a un incendie dans le théâtre qui devait accueillir la pièce, donc il faut tout réorganiser. Et puis à la fin, au moment du spectacle, les interprètes partent ou reviennent au dernier moment. Enfin voilà. D'ailleurs, assez peu crédible, hein, que quelqu'un reprenne son rôle en cours de spectacle. Ça m'a un peu perturbée. Mais bon, on va dire que ça fait partie des codes du genre. Bah oui. Mais d'ailleurs, il y avait la même chose à la fin de High School Musical 3, hein, où Troy, il arrive à l'entracte et il peut reprendre son rôle. Mais non, mec, t'es en retard. Donc tant pis pour toi. Bref. Mais après, j'ai trouvé qu'au final, l'intrigue était assez peu intéressante. Donc on a une espèce de triangle, plutôt rectangle amoureux, en fait, entre l'héroïne, donc qui s'appelle Nini, qui a obtenu le rôle de Gabriella, son ex-petit ami Ricky, qui a été casté en Troy, évidemment, son nouveau petit ami EJ, qui est jaloux, et plus un personnage un peu de peste qui veut prendre la place de l'héroïne dans la pièce, mais qui finalement n'est pas tant une peste que ça, parce que voilà, bref, ça n'a rien de très original. Et je trouve qu'il se passe pas grand-chose, on s'ennuie un peu, et je trouve les personnages un peu lisses. Et quand les conflits et les tensions arrivent entre eux, je trouve que tout est résolu beaucoup trop vite. Alors, je suis vraiment d'accord sur l'intrigue qui est très attendue, les rebondissements qui sont pas foufou, pas très intéressants et effectivement, résolus à chaque fois en 2 minutes et demie, hein. Le coup de l'auditorium qui a brûlé, bah, finalement, en 2 minutes, ils trouvent un nouveau théâtre, Mm. où se produire, puis finalement, ils retournent dans le gymnase parce que le nouveau théâtre ne convenait pas. Mais voilà, quelque chose qui aurait dû être un rebondissement assez spectaculaire ne pose finalement pas de problème. Globalement, il me semble qu'il y a un vrai défaut de temporalité, en fait, sur une série aussi courte, hein, puisque c'est une série de 10 épisodes de, 30 minutes, donc c'est vraiment pas très long. Par exemple, je trouve que ces lycéens s'attachent hyper vite à leurs profs. Dès Mm. l'épisode, il me semble 5, ils répliquent: «Ah mais c'est, Miss Jen, elle va pas se laisser démonter, par ceci ou cela». Comme s'ils la connaissaient depuis toujours, alors que la prof, elle vient de débarquer au lycée et qu'on est avant Thanksgiving, donc ils ont eu à tout casser, 2 mois de cours, donc je trouve Ouais. ça un peu bizarre. Au début, on voit aussi que beaucoup des élèves sont très discrets, plus occupés par leur bisbille personnelle que par le spectacle et d'un coup, en fait, ce spectacle semble être la chose la plus importante de leur vie et on n'a pas trop compris pourquoi, de la même façon qu'on n'a pas vraiment compris comment le groupe, allait se souder parce que, brusquement, ils font une fête de Thanksgiving où ils sont tous les meilleurs amis du monde alors qu'on n'a pas trop vu cette mécanique un peu habituelle de ce type de récit choral, où on a d'abord un groupe qui ne fonctionne pas, puis qui, grâce au spectacle, va se mettre à fonctionner. Je trouve que c'est des trucs, on va dire, habituels du genre qui passent assez mal dans la série, enfin qu'on comprend pas bien, et je pense que c'est vraiment un problème de scénario et de gestion du temps. En revanche, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Anna, sur les personnages que je trouve, moins lisses, en fait, que dans la franchise originelle, même si on reste dans, des archétypes, hein, très identifiés, la fille sérieuse, la copine rigolote, le jock, la bitch, le gay, qui se sent un petit peu à l'écart. Ils ont tous un minimum de background story, mais ça, c'est, aussi, je pense, lié au temps, malgré tout un peu plus long de la série, hein, qui permet tout simplement de développer les personnages. Mais, vraiment, moi, ça m'a moins posé problème que dans les films où, on sait pas du tout qui sont ces gens. Moi, à part Sharpay, mais qui sont ces personnages? Moi, ça me pose un vrai problème. Bah, je sais pas, alors je suis d'accord qu'effectivement c'est lié à la temporalité de la série qui fait qu'on a plus de temps de voir les personnages avec par exemple leurs parents, chez eux, etc. Mais je trouve aussi que c'est juste pas le même esprit en fait.
Dans la série, il n'y a pas ce côté too much et très premier degré qui faisait pour moi en fait le plaisir de la franchise originelle. Je trouve qu'ici ça se prend un peu au sérieux et c'est pas ça que j'attends en fait quand je regarde High School Musical. Et en fait, au final, je crois que je préfère la bonne humeur superficielle des films à une énième intrigue de teen movie à base de mes parents divorcent, je suis triste ou autre truc du genre. Je sais pas, enfin, pour moi, ça n'apporte pas franchement grand-chose. Ça m'a fait penser à la série Rise, donc dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, qui elle se voulait une version un peu intello slash dark et plus réaliste de Glee, et qui m'agaçait un peu pour cette raison. Et là, je trouve qu'il y a une démarche un peu similaire, même si on reste chez Disney, donc c'est pas vraiment un télo dark. Par contre, ça se veut un peu plus réaliste, et c'est pas forcément ce que je recherche, je pense, quand je regarde High School Musical. Bah, c'est un peu en fait comme s'ils mettaient à distance ce côté un peu honteux de High School Musical Oui, en montrant que c'est des fans qui parlent du film qu'ils aiment, parce qu'il y a cet épisode où ils jouent à un jeu de plateau oui. sur High School Musical, où tu vois, voilà, c'est tous des geeks de la franchise, donc comme si finalement ouais, Disney n'assumait pas le plaisir authentique de High School Musical et qu'on avait besoin de regarder des gens qui aiment High School Musical. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. On en revient toujours à ce truc un peu méta. C'est marrant le méta, mais en même temps, est-ce que ça met pas trop de distance avec l'œuvre? Je sais pas. Alors, moi j'ai trouvé que malgré tout, il chantait beaucoup mieux dans la série que dans la saga de films. J'ai l'impression que le niveau s'était quand même largement élevé avec ces nouveaux interprètes. On arrête avec les réverbérations et les voix très nasillardes. En termes de style, je trouvais qu'on était plus sur un style, Broadway contemporain. Oui. Après, c'est peut-être aussi un espèce de changement d'époque, je sais pas si, ça apparaît ringard aujourd'hui, mais c'était comme ça qu'on chantait en 2006, je sais pas. Mais je pense qu'il y a aussi un changement sur ce que c'est la comédie musicale. Maintenant, ce qui marche Mmh. aujourd'hui, c'est Dear Evan Hansen. Enfin, c'est des ballades très jolies, bien écrites et tout ça. Et peut-être que, je sais plus, je me souviens plus, mais qu'en 2005, la mode de la comédie musicale, c'était pas ça exactement. C'était plus des trucs un peu clinquants, des vibes, des réverbérations, comme tu dis. C'est peut-être juste un truc d'époque. Et on a aussi quelques chorés, assez sympas, je trouve, dans cette série, notamment les recréations de numéros. Je pense au numéro, «Stick to the status quo», Oui. où on voit qu'il y a il y a vraiment du niveau, en tout cas dans les danseurs, qui ont été recrutés là pour cette comédie musicale. Mais bon, de manière générale, c'est à double tranchant parce qu'à la fois on voit que ça peut être très prometteur, mais c'est un peu trop seulement esquissé pendant les répètes. On n'a jamais de numéro dansé pleinement satisfaisant, je trouve. Oui, c'est un peu dommage, ça m'a frustré effectivement, parce qu'ils sont tous très bons, mais souvent c'est interrompu au milieu. Enfin, je vais pas faire des grands numéros en entier, merde. Alors, bon, un détail, mais quand même faut que j'en parle. Je sais que c'est des lycéens, mais le dernier épisode, les 2 derniers épisodes, ça m'a agacé parce qu'ils sont tellement pas professionnels. Donc c'est les épisodes évidemment où a lieu la représentation de High School Musical sur scène. Et alors ils parlent entre eux alors qu'ils sont sur scène. Ils vont régler leurs problèmes perso pendant la représentation. Ils quittent la scène en plein milieu de la pièce. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? On est loin de la morale du show must go on. Hein. Judy n'aurait jamais fait ça. Mais grave! En fait, ils sont mauvais. Autant leur caractère dilettante me choquait pas trop au début des répètes, Ouais. parce que je trouvais que ça apportait un peu de réalisme, en fait. On voit qu'ils sont pas tous, à fond dès le début. Mais alors pour le spectacle, c'est carrément une honte, quoi. J'ai jamais vu ça. Et il y a aussi du coup dans la même logique quelque chose qui est pas très réaliste, c'est que là encore spoiler alerte si vous voulez pas savoir, avancez un peu. Nini, donc celle qui joue Gabriella dans la pièce, est recrutée à l'issue de cette représentation par une école réputée d'art du spectacle, mais alors qu'elle était pas dedans du tout quoi. Pareil, elle Ouais, parlait qu'elle sur jouait scène, particulièrement mal, quoi. mais oui, non mais c'est aberrant. Au moins dans High School Musical 3, on trouve ça à peu près crédible que Ryan et Kelsey obtiennent des bourses à la suite de la représentation finale quoi. Oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était le classement le plus juste, d'ailleurs, que ce soit eux 2 qui Tout à fait, c'est qui vrai. obtiennent les bourses pour Julia. Alors, je voulais dire quelques mots du personnage de la prof de théâtre. Alors, il faut croire que pour les Glee Club, c'est des espèces de malédictions de tomber que sur des tocards sans qualification, Oui, sans autre qualification que de vivre leur passion par procuration via des gamins de 15 ans.
Enfin, bon, ok, je sais, je suis méchante. C'est le ressentiment que je vois de Winchester. Voilà, il y a Will Schuster, et c'était pareil pour le prof joué par Josh Radnor dans Rise, hein. Il y a vraiment un truc. Ah bah oui. Il pourrait pas y avoir des profs de musique un peu genre épanouis, c'est leur passion d'être prof, ils ont pas, je sais pas, une carrière ratée, tout ça. Non, non, c'est toujours ça. Bon, en vrai, là, pour le coup, j'aime assez bien ce personnage de prof, dans la série, hein. Prof hyper barré, qui a un côté un peu Kristen Chenoweth, hyper excité, hyper exalté. Bon, après, en plus, il y a des rebondissements. On apprend pourquoi elle a été, obsédée par High School Musical. En vrai, j'ai trouvé le personnage assez sympa, mais ça m'a fait marrer, par rapport à Glee. Ah oui, totalement. Et alors pour le côté Christine Chenoweth, moi aussi, même j'y ai pensé du début à la fin. Elle a vraiment un truc proche, en plus dans la voix. C'est vraiment ce style de personnage, quoi. Et ça me fait marrer à un moment donné, tu sais qu'il y a l'apparition de Lucas Grabeel, il lui parle de Wicked, il lui dit: «Imagine-toi que tu es Elphaba» et elle fait: «Ah non, je suis plutôt une Glinda» et pour moi c'était Oui, c'est vrai. tellement évident. Alors, bon, ce qui est une amélioration par rapport au film, hein, c'est certain, c'est qu'on a des personnages LGBT, on va dire explicitement LGBT. On a une histoire d'amour entre deux garçons qui participent à la pièce. Par contre, ils s'embrassent jamais, hein, donc on va pas jusque-là quand même chez Disney. Et puis aussi, chose amusante, dans la pièce que jouent les élèves, le rôle de Sharpay est joué par un garçon, donc on a un casting gender bent. Par contre, le personnage de Ryan, j'ai l'impression qu'il a disparu de la pièce, du coup, c'est étrange. Oui, on le voit à peine, ouais. À un moment donné, Sharpay, enfin le personnage de Sharpay danse avec un garçon, Oui, donc je me suis demandé si c'était Ryan, mais ouais, c'est pas très c'est un clair. personnage qu'on voit pas du tout, par ailleurs. Mm. Moi, ce qui m'a également plu, c'est que donc le personnage de Nini se trouve avoir, 2 mamans et c'est pas du tout, a thing, enfin, c'est pas du tout un objet, du récit, hein, c'est juste, comme ça. Je me suis demandé, hein, au tout début, à leur première apparition, si c'était ses mères ou juste sa mère et sa tante, parce qu'en fait, elles étaient chez sa grand-mère à ce moment-là et après, en fait, au détour d'une conversation, Nini dit à sa copine: «Ah oui, une de mes mères a fait ci ou ça». Bah, voilà, j'ai trouvé ça, très cool, hein, que ce soit juste intégré à l'intrigue et sans autre forme de procès, si on peut dire. Oui, ça c'est vraiment chouette, je suis d'accord. Alors, autre petit élément que je voulais noter, c'est qu'à un moment, les personnages mentionnent Glee. Dans une scène où donc le personnage de Carlos, le chorégraphe de la pièce, il mentionne qu'il aime Glee, mais il trouve ça un peu honteux. Il y en a un autre qui lui répond non, non, mais cette série se tient, enfin, est toujours aussi bien aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il mentionne une franchise musicale concurrente. Mais en fait, désormais, Fox, donc qui a produit Glee, appartient à Disney. Donc en fait, c'est devenu le même groupe, hein, évidemment. Et donc pour cette série, dernière information, la saison 2 est en cours de production. Et dans cette saison 2, ce sera plus vrai pour High School Musical, du coup, puisque la pièce du lycée Oui. sera a priori La Belle et la Bête. S'ils font tout le répertoire Disney comme ça peut durer longtemps, et on n'a pas fini d'entendre parler de High School Musical. Et du coup, je me demande ce que ça va donner puisque ça enlève tout le côté méta. Ça suppose que genre une saison, ça suffit pour établir les personnages et tout ça et à ce qu'on s'attache suffisamment Mm. et maintenant on enlève la référence à High School Musical. Ouais, tout à fait, ouais. Ou alors ça devient Beauty and the Beast, the musical, the series, je sais pas quoi. Non, c'est vrai que c'est marrant, bah ça change complètement de sujet, du coup, ouais. Bon, à voir. Eh bien, voilà, fini notre long épisode sur, High School Musical. Là, personnellement, je suis assez surprise qu'on ait réussi à être aussi inspiré par High School Musical, mais voilà, c'est super. On avait beaucoup de choses à dire. On espère que vous avez apprécié, cet épisode. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux vos réactions, peut-être aussi votre histoire personnelle avec High School Musical. Comment avez-vous découvert, vous, High School Musical? Est-ce que vous avez été conquis ou non par cette nouvelle série de Disney+? Bah, voilà, n'hésitez pas à commenter, tout ça, sur Facebook ou, via Twitter. On remercie nos partenaires, Tony Comedy et l'écran pop. Et on vous retrouve très bientôt pour un épisode qui sera exceptionnel, puisque ce sera le 50e épisode de All That Jazz, incroyable. Le temps passe si vite. Oui, on peut le dire. Merci de nous écouter, à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt!